Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, nous allons parler poids lourd électrique, d'une nouvelle usine Tesla en préparation et d'un nouveau chapitre de l'histoire de Faraday Future qui pourrait bien être le dernier. Pour débuter cette vidéo, je voulais encore remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu financièrement pendant cet été. La période estivale a été très compliquée pour les petits créateurs comme moi. Même si le nombre de vues ne baisse qu'un peu, les revenus publicitaires de YouTube chutent beaucoup plus. Cet été a été en plus particulier pour moi car j'arrive en fin de droit pour les aides à la création d'entreprises. Et désormais, non seulement je travaille sans filet et sans autres revenus que la chaîne, mais en plus, je paye les charges désormais plein pot. Cette baisse d'activité a été en plus impactée par la suppression unilatérale de mon visuel « Tu l'essayes, t'es foutu » par Spreadshirt, pour des raisons de droit d'auteur. Or, ce visuel est le visuel que je vends le plus. Et il est le fruit de mon travail, même si j'ai utilisé des visuels et polices de caractère évoquant Tesla. Or, je suis tout à fait dans l'exception légale de caricature et de détournement humoristique. Mais en plus, Tesla n'avait fait aucune demande de quelque sorte que ce soit auprès de Spreadshirt. C'est l'entreprise qui se prémunit au cas où en raison d'attaques pour violation répétée de droits d'auteur dont elle est la cible. Et là, à juste titre, par contre. J'ai donc décidé de me séparer de Spreadshirt et le nouveau shop est désormais disponible sur Utip. Vous trouverez le lien en description. La boutique est un peu moins fournie que la précédente, mais les essentiels sont là. L'avantage est pour moi d'avoir un fournisseur de moins à gérer également, mais aussi d'avoir une plateforme qui fait à la fois les types et le shop. Les produits de test que j'ai achetés sont arrivés et sont de très bonne qualité. Pas mal de nouveaux visuels humoristiques viendront s'ajouter sous peu. En tout cas, merci à tous mes contributeurs et premiers clients de cette nouvelle boutique. C'est vous qui offrez à tous des contenus gratuits et faites perdurer le choucroute garage. Merci beaucoup. Décidément, Tesla prend l'habitude de se faire devancer ces derniers temps. Après s'être fait griller la priorité par Rivian et Ford sur le front des pick-up électriques, c'est sur le marché des poids lourds que la société d'Elon Musk marque le pas. Nikola Motor avait déjà commencé à livrer son modèle très tout électrique, réalisé toutefois à la hâte après le fiasco de son camion à hydrogène. Mais en fait, il ne s'agit que d'une toute petite production. Aujourd'hui, la charge est menée par une toute autre puissance industrielle, Volvo Trucks. Avec ses gammes FL et FE, Volvo offrait déjà une alternative électrique pour les camions de service et de livraison à vocation locale. Le constructeur suédois a désormais décidé de pousser un peu plus loin son offre avec des camions destinés aux transports régionaux, voire nationaux. Déclinés en 3 gammes, les semis FH et FM sont complétés par le tout-terrain FMX. Ces camions intègrent une toute nouvelle mécanique forte de 2400 Nm et de 670 chevaux. La nouvelle motorisation est associée à des batteries permettant de parcourir de 180 à 380 km en fonction de la configuration choisie et s'avère assez puissante pour emmener jusqu'à 23 tonnes de fret pour un total roulant de 44 tonnes. Seul point noir, la vitesse de recharge maximale de ces camions européens est de 250 kW, induisant une durée d'immobilisation de 2h30 pour remplir totalement la plus grosse batterie, totalisant 540 kWh. On s'attendait pourtant à mieux de la part de Volvo, qui dispose déjà d'un modèle américain plus performant avec le VNR électrique. Doté d'une batterie un peu plus grande de 565 kWh, celle-ci permet une autonomie de 440 km et une recharge plus rapide à 300 kW. En tout état de cause, le transport régional ou de ville à ville a tout à gagner avec l'arrivée de ces camions remplaçant les odorants moteurs diesel et toutes les nuisances qui y sont liées. D'autres constructeurs emboîtent le pas actuellement à Volvo avec des camions à usage local comme Mercedes, MAN ou Scania, tout en étendant leur gamme au transport local pour certains. Volvo pourtant s'engage plus franchement que les autres dans la transition, avec la production de sa nouvelle gamme dans l'usine de Gothenburg en Suède, mais aussi prochainement au sein de l'usine de Gand en Belgique. Reste à savoir si les transports routiers à plus long cours pourront également bénéficier de la technologie tout électrique, comme le promet Tesla, qui doit encore faire ses grands débuts et surtout faire ses preuves. À suivre assurément.
Elon Musk l'avait teasé lors de la présentation annuelle des résultats de l'entreprise qui s'est déroulée cet été à la Gigafactory d'Austin. D'ici la fin de l'année, seront annoncées 2 nouvelles usines géantes destinées à la fabrication de produits Tesla. Pourtant, le patron avait été depuis très laconique dans ses communications et on a peu d'informations officielles venant de l'entreprise. Mais bien entendu, ce n'est pas un souci pour les réseaux sociaux qui se chargent de véhiculer chaque petite bride d'information qui permet ensuite de déterminer si oui ou non une rumeur tient la route. Et là, visiblement, on a une piste solide. En effet, depuis plusieurs semaines, de nombreuses annonces prennent place au Canada. Tout d'abord, le ministre de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a confirmé être en pourparlers avec Tesla pour l'installation d'une usine sur le sol canadien. Il a beau ajouter qu'il est aussi en relation avec tous les autres constructeurs, cette annonce a du poids. Déjà terre de production automobile pour General Motors, Honda, Toyota, Ford ou Stellantis, l'industrie canadienne dispose de beaux fleurons dans le domaine de la production automobile, avec par exemple l'équipementier Magna dont on a souvent parlé ces derniers temps. D'un point de vue industriel, le Canada semble donc être un terrain propice à l'installation d'une nouvelle unité de production Tesla. Mais ce n'est pas le seul atout de la terre de Jacques Cartier. En effet, le Canada est déjà producteur de nickel, de cobalt et de cuivre, mais prévoit en outre d'ouvrir son industrie minière au lithium, au graphite et aux terres rares. Ce seraient ainsi tous les éléments nécessaires à la production des batteries, moteurs et autres éléments principaux des automobiles Tesla qui seraient disponibles localement, conformément aux exigences d'Elon Musk. On peut penser que Tesla raisonne dans ce sens en raison de l'embauche récente d'un expert en prospection canadien, Alim Ladakh. Enfin, autre denrée qui devra être présente pour permettre l'arrivée de Tesla au Canada, la main-d'œuvre. Tesla installe toujours ses usines proches de zones à forte population, afin de disposer d'un réservoir d'ouvriers important. Il ne devrait pas en être autrement au Canada, il est probable que la région de Montréal soit privilégiée. Restent 2 points à déterminer concernant cette usine. Que va-t-elle produire et pour qui? À la seconde question, il est facile de répondre. Le marché cible des produits d'une usine canadienne, c'est le marché nord-américain. À la première question, par contre, on pourrait penser à des véhicules. Les unités en fonction produisent déjà autant que possible, et même les améliorations de production ne permettent pas de répondre totalement à la demande actuelle. Il serait donc logique de voir une nouvelle unité de production de véhicules voir le jour. Si une ligne de fabrication de modèle Y semble être une bonne idée dans un premier temps pour répondre à la demande du continent nord-américain, les conditions particulières offertes par l'administration Biden pour contrer l'inflation vont plus dans le sens d'une production américaine, en tout cas pour les produits vendus aux États-Unis. Mais alors que produire au Canada? Eh bien, 2 produits pourraient bien compléter la ligne du modèle Y. En premier lieu, une auto dérivée du SUV moyen de Tesla. Cela pourrait être le petit Cybertruck World Class. On en parlera d'ailleurs bientôt dans un épisode et il est bien possible qu'il soit plus qu'une rumeur. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à demander toutes les notifications avec la petite cloche pour ne pas manquer cette vidéo. Le second véhicule que je vois bien produire au Canada est le Semi. Ah, tiens, pourtant il n'avait pas été annoncé à Austin par Elon Musk. Alors pourquoi le produire au Canada? Eh bien en premier lieu parce que, nous l'avons vu plus haut, le Canada dispose des matières premières pour faire les batteries. Et pour les Semi, il en faut beaucoup. Concentrer à Austin des produits demandant de grosses batteries comme le Cybertruck Full Size ou le Semi met une pression énorme sur l'usine de batteries texane, en plus des volumes nécessaires pour les modèles Y. Produire les batteries et puis les Semi au Canada, tout en produisant des modèles Y et des Cybertruck World Class, laisserait de la place à Austin pour autre chose. Mais quoi d'autre? Tout d'abord, le Roadster 2, qui pour des raisons de prestige, se doit d'être produit au siège de l'entreprise. Deuxièmement, une nouvelle voiture autonome destinée à robotaxi qui demanderait énormément d'attention dans les premières phases de son industrialisation. Et enfin, Optimus, le Tesla Bot, qui lui aussi devra recevoir toutes les attentions possibles lors de ses premières années de vie. Reste une dernière indiscrétion qui concerne la Tesla Compact. Ah, tiens, j'en vois au fond de la salle qui frétille. Martin Viecha, directeur de la relation avec les investisseurs, était invité par Goldman Sachs il y a quelques jours. Entre autres informations, il avait déclaré la volonté de Tesla de produire un véhicule moins cher que la gamme actuelle et distinct du robotaxi. Le premier rapport fait par Goldman Sachs faisait état d'une présentation de la voiture avant la voiture autonome de Tesla. Mais M. Viecha a démenti avoir donné ce délai.
Donc comme Robotaxi est prévu à ce jour pour 2024, il faudra encore ronger son frein pour la Tesla compacte. Pourtant, cette déclaration nous intéresse tout de même, car selon les premières indiscrétions au sujet de cette auto, le site de production était alors la Gigafactory chinoise de Shanghai uniquement. Pour correspondre au principe de production locale et de limitation des transports d'Elon Musk, une telle production chinoise ne pourrait être vendue aux États-Unis. D'autant plus que les produits chinois sont un peu mal vus en ce moment là-bas. Mais par contre, une production canadienne le pourrait, et ce, avec une bonne acceptation de la clientèle. Donc finalement, toutes les rumeurs semblent converger vers InGiga Montréal, et l'annonce de la visite d'officiels canadiens en Californie, et potentiellement chez Tesla, donne corps à cette rumeur. Il reste que la localisation de la seconde Gigafactory demeure bien plus mystérieuse. On parle de l'Indonésie ou de l'Inde, mais sans pour autant avoir plus d'informations. On va rester à l'écoute et suivre ce que cela donne au cours des prochaines semaines. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des 3 mousquetaires Tesla Killer. Non, je déconne. Après Lucid qui peine à produire des voitures, Rivian qui accélère mais au prix de gros efforts, le 3e larron Faraday Future se prend encore une fois les pieds dans le tapis. C'est cet été qu'ont recommencé les ennuis pour le constructeur sino-américain. Enfin, si tant est qu'il s'était arrêté les ennuis. Toujours sous le coup d'une enquête de la SEC pour fraude, Faraday Future se voit menacé par son actionnaire principal FF Top qui demande la mise au vote de l'éviction de Brian Krolicki, président du conseil d'administration et ancien gouverneur du Nevada, pour suspicion de malversation financière. De leur côté, les employés ont également lancé une fronde contre Sue Swenson, cadre exécutif de l'entreprise, pour dénoncer des actions visant à déstabiliser l'entreprise et la mener à la banqueroute. Rien que ça. De plus, un article d'Abigail Bassett, journaliste tech freelance, repris par Ars Technica et The Drive, relate sa récente expérience à bord d'une FF91 lors de l'événement de Pebble Beach à Montréal. Selon la journaliste, qui semble ne pas trop aimer le design de l'auto, les fonctionnalités gadgets ne semblent pas fonctionner correctement et la voiture, pourtant présentée comme une version finale, serait loin de répondre aux critères d'une voiture commercialisable. L'article présente une auto mal dégrossie et brouillonne, présentant des performances très loin des chiffres annoncés. Ces prototypes finaux, aussi appelés Release Candidates, sont pourtant censés être identiques à la voiture qui sera produite. Sandy Munro avait pu faire une revue de cette auto et n'avait pourtant pas relevé de grosses anomalies. À charge du constructeur, la présentation de la voiture en 2016, eh oui, déjà, avait donné lieu à de gros dysfonctionnements et dissimulations. Tout comme une grosse exagération du nombre de précommandes. De 40 000 annoncés la première semaine, on semble retomber à 399. Et encore, ce ne sont pas des commandes fermes. Toutefois, Carsten Breitfeld, l'actuel patron de l'entreprise, est confiant. Lors d'un nouveau tour de table, il est parvenu à sécuriser un nouveau financement de 600 millions de dollars pour finaliser l'usine de Hanford en Californie, d'où devraient sortir les premières voitures de série d'ici la fin de l'année. Reste à voir si l'échéance sera cette fois respectée, permettant à Faraday Future de montrer au monde ses intentions de livrer réellement ses clients et de voir s'ouvrir enfin un avenir pour l'entreprise. Voilà, c'est fini pour cet éclair d'infos. Vendredi, nous parlerons moto avec l'Energica Xperia, mais aussi quelques indiscrétions sur l'avenir de la marque que nous avons pu glaner lors de notre visite à l'usine. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.